Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder une question assez simple, mais au final j'imagine certains d'entre vous ont essayé de se poser. C'est comment installer une machine virtuelle sur Linux euh, sur un Proxmox. Voilà. Donc là, pour moi, ce sera une version 12. Et aussi, comment faire les deux paramètres qui pour moi sont les plus importants à mettre en place dès le début, c'est-à-dire un, l'accès SSH, et 2, ou alors l'inverse, hein, mais dans tous les cas, c'est deux indissociables, et deux, de paramétrer votre carte réseau pour que vous puissiez y accéder en SSH. Voilà, pour ça que c'est intéressant. De cette manière, vous aurez votre machine virtuelle prête à être utilisée depuis MobaXterm ou Putty, peu importe le logiciel que vous utilisez, ou même depuis le terminal Windows, apparemment c'est possible, hein. Voilà. Vous pouvez faire comme vous voulez, ça après, c'est votre choix. Donc là, on va se mettre en vision sur le côté, au moins je vous empêche pas de voir. Je suis sur mon Proxmox. Première étape, ça va être de se mettre au bon endroit déjà. Alors oui, parce que la première chose à faire, c'est avant tout de savoir si vous avez l'ISO à disposition de votre future installation, hein. Donc là, moi, vous voyez, j'ai fait plusieurs installations dernièrement, donc c'est assez facile pour moi de la repérer. C'est celle-ci, la 12. Donc là, vous êtes sûr que vous avez votre ISO et que vous pouvez commencer l'installation. C'est important. Donc on va sur Create VM, on donne un nom. Donc là, moi, j'avais fait une VM Green. Je vais essayer d'en refaire une autre, hein, parce que je suis en train de paramétrer à côté un firewall. Donc je l'appelle VM Green 2. Ce sera une VM de test, on s'en fiche du nom. On ne touche à rien d'autre, hein. Ensuite, on va aller chercher notre ISO. Donc là, on va taper sur la 12. On va laisser tout ça par défaut, il n'y a pas de souci. On va cocher QEMU Agent. Donc ça, c'est un peu loin à expliquer, un peu trop. Voilà, c'est un peu pompeux, donc on va rester sur ça. Cocher QEMU Agent, c'est le mieux. Et là, on est dans l'attribution du disque, donc je vais garder ça par défaut, on s'en fiche. Moi, dans tous les cas, j'ai pas besoin de. Je vais même mettre 20 gigas, hein. Vraiment, on n'a pas besoin de plus. Après, dans le CPU, alors moi, j'aime bien mettre deux cœurs quand même. Euh, donc là, on est sur deux cœurs logiques, hein, à pas se tromper. Surtout, ne pas, si vous avez plusieurs VM, ne pas aller au-delà de ce que vous pouvez euh, attribuer, parce que si votre processeur physique sur votre Proxmox, il a 12 cœurs, voilà, n'allez pas au-dessus. Il faut quand même que lui puisse tourner et, euh, et ne pas saturer. Ensuite, la mémoire vive, on laisse par défaut. Moi, personnellement, je pense que 2 Go de RAM pour une Debian sans interface graphique, hein, je précise. Voilà, c'est largement suffisant. Et ensuite, on va laisser aussi par défaut, puisque notre réseau est bridgé, hein, bien sûr. C'est normal sur un Proxmox. Donc là, hop, on clique sur Finish et on attend que la magie opère. On attend heureusement pas très longtemps, hein. Là, vous voyez que tout est prêt, quasiment. On attend juste que ça remonte. Moi, dans tous les cas, j'ai choisi que ça démarre tout seul. Donc, on clique sur la console. Et là, on va passer en installation graphique. On va pas s'en priver là de ce côté-là. Ça change rien sur la suite. L'environnement de bureau, c'est autre chose. Là c'est juste l'installation qui est graphique. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre l'environnement de bureau parce que vous avez choisi cette option. Ah oui, petit paramétrage aussi ici à faire, c'est la mise à l'échelle. C'est un peu pénible. Sinon, vous n'allez rien voir. Voilà. Donc, les choix, là, pour nous, on va rester sur la France, on va pas changer, hein. Donc après, on laisse défiler. C'est sûr que c'est un peu long.
Peut-être que je couperai au montage cette partie-là, peut-être pas. J'aime pas faire trop de coupures parce que les vidéos de maintenant sont assez saccadées. Alors oui, c'est plus vivant, c'est moins ennuyeux, mais bon, si vous n'êtes pas capable de rester attentif sur quelques minutes, peut-être que Linux, c'est pas votre truc, hein. Je tiens à vous le dire parce que il y a certains paramètres un peu plus difficiles que ceux qu'on va faire aujourd'hui. Euh, Ça va demander quand même d'être assez attentif. Voilà. Donc là, on laisse tout par défaut, on s'en fiche, puisque de toute façon, la configuration par DHCP, on va la changer. Donc là, on va l'appeler VMgreen, et on va garder le 2 pour pas... Voilà, parce que sur le réseau, bon, l'autre est éteinte, mais pourquoi pas. Je vais prendre mon domaine, mais c'est pas essentiel. Le domaine, voilà, on n'est pas en entreprise. Donc là, je mets un mot de passe pour l'accès route, à ne pas oublier. Le nouvel utilisateur, on l'appelle user1. On va pas s'embêter là-dessus. Et puis on lui choisit un mot de passe aussi. Et on avance. Donc ensuite, c'est plus ou moins automatisé, hein. Il n'y a plus rien de particulier à, à voir, hormis pour le disque en fait. Il y a le partitionnage du disque. Donc moi, je laisse tout par défaut, hein. Là, je m'embête pas. J'aime bien Linux, mais je ne suis pas non plus un acharné. Je travaille aussi sur du Windows et tout ça. J'ai pas, j'ai pas vocation à connaître vraiment le partitionnage sur le bout des doigts. Surtout que ça rajoute de la complexité. Donc ceux qui maîtrisent pas, je déconseille vraiment de partitionner trop le disque. Ça, après, il faut aller piocher à droite à gauche quand vous faites vos commandes. Si vous vous trompez, si vous n'arrivez pas bien à vous situer en fait dans l'arborescence, là c'est mort, hein. Autant recommencer. Donc là, est-ce que vous voulez nanana, afficher les modifications? Bah, oui, donc du coup, on va continuer, on va accepter. Il y a des choses qui vont se passer. Bon, là, l'installation devrait aller vite. Il va nous reposer une question après pour le grub, la partie de boot de tout système Unix. Donc là, pareil, on va choisir le disque unique qu'on a mis en place. On met tout au même endroit. Alors, c'est peut-être pas sécurisé dans un environnement ultra professionnel, mais au final, on s'en fiche. Là, c'est juste pour l'exemple. On va ensuite, dès le lancement, moi, ce que j'aime bien faire, et je pense que c'est ce qu'il faut faire aussi, c'est-à-dire de mettre à jour. On met à jour le système, et ensuite, on va passer sur la partie SSH, on va l'activer, on va faire plusieurs choses, comme vous pourrez le voir. Alors, je vais me remettre un peu en gros ici. Comme ça me permet de vous dire que si jamais vous aimez ce que je fais sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, et puis à passer aussi sur la section gaming, hein, parce que là j'ai attaqué Metal Gear Solid, mais il y a d'autres jeux qui suivront ensuite. Je fais, comme je vous l'ai dit, des vidéos généralement d'une heure, pas coupées, pas charcutées. Voilà, je veux garder un certain naturel et j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est bientôt terminé. On repasse en mode caméra discrète. C'est bientôt terminé, patience. C'est le moment d'aller chercher un café, de sortir sa vapoteuse. Ce qui permet aussi de voir que derrière
sur notre Proxmox, on a déjà l'utilisation du CPU et de la RAM, et vous voyez que euh, bon, non, là c'est le trafic réseau, pardon. La RAM, on est correct en fait, hein, même si on n'est pas encore démarré à 100%. C'est du Linux. Euh, voilà, c'est pas du Windows. Il faut pas partir sur des configs monstrueuses dès le départ, surtout si vous voulez vous entraîner. Euh, voilà. 2 cœurs, 2 processeurs, 2 Go de RAM. Ça suffit largement pour une Debian sans interface graphique. Après, si vous voulez par contre rajouter un environnement GNOME ou autre, là je vous conseillerais quand même de passer sur du 4 ou du 8 parce que ça se ressent quand même voilà, une certaine lenteur, donc c'est pas aussi visible que sur Windows, mais bon, quand même, si vous voulez un peu plus de tranquillité, n'hésitez pas à mettre un peu plus de RAM si vous voulez de l'environnement de bureau. Nous, on va pas l'installer. Allez, c'est la fin le plus dur, mais la fin justifie les moyens. J'en profite là, tant que ça charge un peu. Donc moi, j'utilise Moba Exterm, hein. Je suis pas sur PuTTY ou sur le terminal Windows. Je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait de gérer ces sessions ici. C'est tout aussi sécurisé. Si jamais vous voulez mettre des clés de protection et tout ça, ça le prend bien en charge, il n'y a pas de souci. Voilà, pas de difficulté particulière. Si vous voulez rajouter votre session, vous allez ici. D'ailleurs, on peut déjà le faire, hein. Euh, voilà, c'est à titre d'exemple. Euh, Moi, ma VM, je vais lui donner une adresse locale en 210. Mon username, alors là, même si c'est déconseillé, je vais autoriser le root, c'est-à-dire l'accès admin sur le SSH. Je vous le déconseille en temps normal si jamais vous voulez faire de la prod, mais remarquez, là on peut mettre user 1, ça change rien. On sait déjà comment s'appelle notre user, mais bon, voilà. On va faire dans les conventions, c'est-à-dire on met l'utilisateur, on met pas le root, on n'autorise pas l'accès root en SSH, tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont se gaver sur votre infra, c'est sûr. Et le port, eh ben, le port, il faut aussi le modifier. Ne laissez pas le 22 par défaut. Mais ça, on le verra dans la config. Là, je vois que ça s'est terminé derrière. D'ailleurs, on va le lancer maintenant. Analyse. Non, ça, on met non parce qu'il nous demande s'il doit analyser d'autres supports. On s'en fiche. On garde tout par défaut ensuite, hein. Deb.debian.org euh, pour faire ces mises à jour. On passe l'utilitaire de paquet. On reste sur la même config qu'il nous propose. Toute modification par vous-même sur Linux engendrera d'autres choses qu'il faut connaître. Si vous ne les connaissez pas, gardez tout par défaut, c'est le mieux. Honnêtement, vous allez perdre du temps sinon. En fait, le fun va se casser, quoi. Il sera plus là, le fun, hein. Il va s'en aller tout seul. Donc restez vraiment sur le truc de base. Partez à l'aventure avec parcimonie, surtout sauvegardez, faites une sauvegarde de votre machine virtuelle si jamais vous voulez faire un test sur quelque chose. Vous pouvez péter à tout moment votre VM si vous faites une modif qui ne sera pas maîtrisée, quoi. Et ça serait dommage de perdre du temps parce que, bon, comme vous le voyez, c'est assez long. Voilà, c'est un peu. Euh, Partir à l'aventure sur Linux, c'est pas trop possible. Bon, on revient ici sur Mobile Exterm. Je vais mettre du 22. Non, pardon, 222. On va rester comme ça. Et on va appuyer sur OK. Ça va pas marcher, c'est normal parce que la VM n'est pas encore démarrée. Euh, mais tout à l'heure, vous verrez qu'il y aura une petite différence, bien sûr, heureusement. Voilà. Donc là, nous, aujourd'hui, on va aborder la prise en main euh, de votre machine en SSH
sur le réseau local. Si vous avez envie en fait d'accéder à votre machine depuis l'extérieur, c'est-à-dire depuis un autre réseau tout simplement, depuis une autre box, pour être plus simple, euh, il faudra que vous connaissiez votre IP public euh, et surtout, dans le meilleur des cas, avoir une IP publique fixe. Et ça, il faut le demander à votre fournisseur d'accès Internet. C'est tout à fait possible. Moi, chez mon FAI, chez Free, Free c'est très simple. Après les autres, je sais pas exactement si c'est payant ou gratuit par contre, mais en tout cas Free c'est gratuit et c'est assez simple à mettre en place. Si vous êtes ailleurs, bon bah voilà. N'hésitez pas à appeler les services techniques, ils vont vous aider là-dessus. Donc là, comme on peut le voir, il y a un timeout sur la connexion, c'est normal. Tout à l'heure, quand ça fonctionnera, ça va nous sécuriser la connexion, il faudra accepter et ensuite on pourra rentrer sur notre terminal, sur notre bash habituelle de Linux. Alors moi, je suis pas trop un adepte de la colorisation et tout ça. Ça m'a amusé 5 minutes quand je me suis formé en informatique. Maintenant, je laisse tout de base. Franchement, il y a d'autres choses à faire que de perdre du temps là-dessus. On s'en fiche un peu en plus de changer la couleur du terminal. Si ce n'est vraiment de savoir si vous êtes en route ou pas, quoi. Route ou utilisateur. Ça, on s'en fiche aussi. On ne participe pas. Alors, c'est pas très sympa, mais là, c'est vraiment un exemple. Et comme vous pouvez le voir, même si Linux est plus, comment dire, plus stable, voilà, c'est quand même pas rapide à installer. Alors là, on en est à l'endroit que j'ai abordé tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on veut un environnement de bureau? GNOME? Non, en fait, nous on va partir sur vraiment du basique, on va prendre le package SSH, le serveur SSH et les outils habituels du système. Donc c'est sudo UFW pour le firewall intégré et Nano pour éditer les textes. Peut-être qu'il y a Vim aussi intégré, mais je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il faut l'installer à part. Enfin voilà, c'est vraiment le basique du basique, parce que si vous devez tout installer à la main à chaque fois pour juste modifier un fichier texte ou ouvrir un port alors que vous n'êtes pas forcément sur quelque chose d'hyper sécurisé, vous en fichez complètement. Prenez tout ce que la distribution vous donne. Avant, c'était pas comme ça, profitez-en. Allez, on est bientôt arrivé au bout. Ça fait presque 20 minutes que je suis en train de faire un monologue. Il serait temps de passer aux choses sérieuses. Donc là, on a quasiment fini notre installation, hein. On est là, on peut voir un peu ce que notre VM a dans le ventre. On voit que là, pendant l'installation, la RAM tape dans le rouge, mais bon, il n'y a pas, y a pas grand-chose à ajouter. Si vous voulez faire une sauvegarde, tout à l'heure, je vous parlais du backup sur Proxmox. Vous cliquez sur votre VM, vous allez dans la partie backup. Alors moi, je l'ai laissé en anglais parce que si vous cherchez un truc sur Internet pour vous dépanner un jour, franchement, laissez-le en anglais parce que voilà, c'est rare que vous trouviez des trucs en français exploitables. Et vous avez juste à taper Backup Now. Donc là, ça sauvegardera sur votre Proxmox. Soyez sûr que votre Proxmox lui-même est sauvegardé parce que si vous mettez toutes vos sauvegardes ici de machines virtuelles, il se pourrait que ça pue un peu la merde après, quoi, hein, ça pour être poli. Si vous avez un problème sur votre serveur et qu'il est down, si votre Proxmox lui-même n'est pas clusterisé, vous l'avez dans l'os. Hop, est-ce que ça bouge ou pas? Oui. Donc là, on en est à l'installation du Grub, donc le bout de système, on va dire. Le bout de système made in Linux. Et est-ce que je veux l'installer sur le disque principal? La réponse est oui, absolument. Parce qu'on n'en a qu'un. Voilà. Il n'y en a qu'un disponible. Donc forcément,
Après, je pense qu'on peut le mettre sur d'autres supports, mais là, ça serait complètement débile de se tirer une balle dans le pied. Vraiment, bon, Linux, ça fait peur à certains, parce qu'il y a des fous de Linux qui vont savoir tout faire dessus. Ne partez pas tout de suite à l'aventure sur tous les sujets en même temps. Vraiment, vous allez vous y perdre. C'est pas l'objectif. Allez, on est bientôt arrivé et ça fait franchement plaisir. Alors, pour ceux qui se posent la question sur Proxmox, euh, oui, on peut mettre des VM Windows. Sur du Windows 11, euh, l'installation, il faut pas oublier de cocher un petit truc, mais ça, je l'aborderai dans une autre vidéo. Pour installer une VM Windows 11 sur un Proxmox, pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt de le faire, honnêtement, d'installer une VM. Mais pour faire des tests, pourquoi pas. Voilà. Surtout que ça demande beaucoup de ressources hein, sur un serveur de mettre une VM Windows 11, dans le sens où ça tourne vraiment mieux à partir de 8 Go de RAM. Voilà, donc il faut avoir les ressources matérielles pour pouvoir le faire. Euh, Par rapport à Windows 10, oui, il y a un petit changement. J'ai vu qu'il y avait des vidéos pour installer une VM Windows 10 sur Proxmox, mais vraiment, je crois qu'il y a juste une case en plus à cocher, mais il faut absolument pas l'oublier, sinon ça marchera pas. Allez, on est presque à 50% de la barre de progression. Donc là, tout à l'heure, quand je vous parlais du FW, on va aborder rapidement ça aussi, le temps que ça bouge. Hop, je mets ça ailleurs. Euh, Pour le firewall, voilà, c'est ici. Alors, vous pouvez ajouter vos règles directement dans le Proxmox. C'est quand même bien cool parce que si vous n'avez pas forcément envie de faire des lignes de commande tout le temps, et surtout si vous n'avez pas l'occasion de rentrer tout le temps sur votre VM en SSH, vous pouvez paramétrer vos, comment dire, paramétrer vos paramètres de sécurité. C'est pas très français. Vous pouvez ajouter vos paramètres ou en supprimer paramètres de sécurité ici. Le problème pour moi, c'est que c'est pas vraiment basé sur l'UFW qui est beaucoup plus simple. L'UFW, vous allez avoir une petite ligne de commande, vous autorisez ce port à entrer, à sortir. Voilà, ça s'arrête là. Là, on est un peu plus complet, hein. C'est les ports d'entrée ou les ports de sortie. Est-ce que je l'autorise ou non, bien sûr. Est-ce que je le drop ou pas? Pardon. Est-ce que je choisis un protocole spécifique? Donc là, ça, UFW le fait. Par contre, je ne sais pas si ça fait tous les protocoles, mais en tout cas, voilà. Donc ça fait partie des petites choses que vous pouvez régler directement depuis le Proxmox. Passons maintenant à notre partie installation qui a l'air d'être terminée. Ça nettoie le script, ça fait un petit rapport dont on sait d'avance qu'on ne lira pas. Et ça y est, on arrive enfin sur notre VM. Donc on a l'UID de la machine, ça veut dire que tout va bien, il a pu communiquer avec. Et nous, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on allait rentrer en user 1 et faire les choses dans les règles de l'art. Donc allons-y. Voilà, je suis sur mon user de ma VM Green 2, tout va bien. Mais la première chose que je veux faire déjà, c'est d'être euh, sûr que je suis que je peux être root en fait, parce que si je fais un sudo nano et que je veux aller dans mes paramètres SSH, il me dit que c'est pas possible. Donc là, on va tricher un peu. On va se mettre en route.
Et on va squeezer un peu tous ces trucs un peu pénibles. Mais gardez à l'esprit que normalement, il faut être en user. Voilà. Je crois en plus que c'est add user. Add user user 1 sudo, je crois. Juste, on va vérifier si c'est vraiment ça. Non. Bon. on- Bref, on va pas s'intéresser à ça de suite. Donc, on repart sur notre objectif premier, qui est nous voulons, dans un premier temps, modifier notre accès SSH. Donc là, pas besoin de taper sudo. On arrive directement en admin, donc on a tous les droits. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre ce fichier? Déjà, il est pré-rempli. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous pouvez faire un CP nom du fichier vers votre fichier SSH de config perso. C'est pas mal. Ça vous évite après d'aller d'aller télécharger le fichier de base sur Internet. Mais bon, quand on sait plus ou moins ce qu'on fait, a priori, il n'y a pas trop de risques. Donc là, moi, j'ai mon port 22 et tout à l'heure, quand on était sur Mobile Xterm qui nous permettra de prendre la main, on a dit, nous, on veut 22, 222, donc on va respecter à la lettre ce qu'on s'est dit, puisque sinon ça ne marchera pas. Ce qui fait que toute connexion, même avec le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe depuis un autre port, ne fonctionnera pas. Hein, on essaiera tout à l'heure. Listen adresse, bon, on pourrait mettre, là, en fait, on autorise des adresses spécifiques. On pourrait autoriser qu'une adresse du réseau local à se connecter, ou alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est possible d'autoriser juste une adresse IP publique. Je pense que oui, mais j'en suis pas sûr. Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on a le droit de se connecter en route? Comme vous avez pu le voir là sur la console, on n'a pas besoin de se connecter en route en fait. On peut le faire plus tard, donc il n'y a pas de souci. Mais on pourrait l'autoriser ici en supprimant donc le petit hashtag ici et en mettant yes à la place de prohibited password. Voilà. On pourrait mettre no, mais bon, ça. Là, par défaut, de toute façon, c'est pas autorisé. Et ensuite, le fichier comporte d'autres choses un peu plus poussées dans l'environnement SSH. On n'en a pas besoin. Voilà. Donc nous, on va juste modifier le port. Je vous remontre. On a notre port 22222. Est-ce qu'on veut sauver? Oui. Et la chose à faire, une fois qu'on a mis en place son port ou sa modification, c'est un système CTL, restart, SSH D. Pas oublier le D. Parce qu'on a été dans le SSH déconfigué, pas le SSH. Je vous dis ça parce que on, on peut y aller, on va y aller d'ailleurs. Donc on est bien dans le dossier SSH, il n'y a pas de souci. Si on liste, on voit SSH underscore config et SSHD underscore config. Moi j'utilise le D. Le fichier, bah déjà ça fonctionne comme ça. Le fichier, en plus, j'ai l'habitude de le manipuler. Si on faisait un anneau du SSH config, on aurait d'autres choses. euh, mais ça reste un peu le même fonctionnement, hein, voilà. Après, il est plus court en plus, le fichier, vous avez vu. Euh, je préfère passer par le SSHD. Pour moi, c'est pas un problème de sécurité ou quoi que ce soit, c'est juste l'habitude. Donc, vous faites ce que vous voulez.
dans tous les cas, la logique reste la même. Il faut absolument passer par un fichier de configuration et autoriser le port que vous voulez utiliser. Deuxième étape, là, notre VM, pour l'instant, si on fait un IPA qui est l'équivalent de l'IP config sur Windows, on se rend compte que sur mon réseau local, moi j'ai le 192.168.1.62. C'est pas ce que je veux, parce que tout à l'heure, moi, je voulais accéder en 210 à ma VM, donc il faut modifier ça aussi. Avant toute chose, on va faire un petit peu de mise à jour, c'est-à-dire que là, on a modifié le SSH, on sait qu'il était installé. Voilà. On pourrait aussi faire le apt upgrade sur la même ligne, c'est-à-dire apt update. Ça, c'est un petit truc que voilà, ça mange pas de pain. Esperluette double apt upgrade -y. Donc là, on accepte en fait par défaut les choses et ça télécharge et ça met à jour en même temps. Voilà. Ça vous évite de faire plusieurs lignes de commande. Là, en l'occurrence, on vient d'installer le système. Apparemment, il est déjà à jour. C'est super. On peut passer à autre chose. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est modifier notre carte réseau. Donc ça équivaut à modifier ici sur Windows, hein. Vous cliquez droit, paramètres réseau et Internet, si vous voulez mettre une IP fixe ou changer vos DNS. Donc ETC, Network, Interfaces. Et là, on n'a pas grand-chose, mais on a l'essentiel. Et surtout, on pourrait modifier plein d'autres choses. Mais encore une fois, on va faire au plus simple. Donc là, moi, la ligne qui m'intéresse, c'est the primary network interface. C'est-à-dire la carte réseau qui est utilisée pour se connecter à Internet. Et là, elle est en DHCP, ça veut dire que mon IP est attribué, en l'occurrence par ma box, ou alors par mon serveur DHCP qui est sur mon réseau, quand ça sera le cas en entreprise. Donc là, nous, on veut du statique. Du statique et pas du statique. Et on va modifier trois choses. On va mettre en place trois choses. Donc en premier, il faut écrire en anglais. Il ne faut pas écrire adresse comme une adresse postale en français surtout. Ça ne marchera pas. Et on rentre enfin notre adresse en 210. Parce que c'est ce qu'on a choisi, hein. On a choisi du 210. Déjà, première chose à faire quand on veut fixer une adresse sur un appareil, est-ce que je ping cette adresse? Je ne la ping pas, ça veut dire qu'elle est disponible. Pour l'exemple, je peux l'utiliser. Donc ensuite, après notre adresse, on doit mettre le masque de sous-réseau, qui généralement, chez les particuliers, c'est toujours du /24, donc du 255.255.255.0. Et la dernière chose, eh ben c'est si je veux aller à l'extérieur, c'est-à-dire si je veux aller sur Internet depuis ma VM, il me faut une gateway, ma passerelle, et là, c'est votre box ou votre firewall ou votre routeur. Enfin, dans tous les cas, il vous faut une machine pour accéder à l'extérieur. Et moi, c'est ma box. Là, je ne touche à rien pour l'IPv6. On pourrait le désactiver. On va pas le faire. On pourrait le désactiver. On pourrait le laisser actif comme ça. Là, il est lui-même en auto, c'est-à-dire qu'il s'attribue son adresse IPv6. Euh, voilà, moi, j'utilise pas à titre personnel cette configuration-là. Donc, comme tout changement, donc là, je retourne sur mon IPA. Je suis en 1.62. Je viens de modifier mon fichier. Mais j'ai gardé encore mon adresse attribuée automatiquement. Donc, si je veux que ça change, je fais systemctl, restart, networking. Et là, juste en redémarrant ma carte réseau, le DHCP, c'est fini pour moi, j'en ai plus besoin, puisque je me suis attribué une adresse disponible sur mon réseau local. Et si je refais un IPA, le changement, c'est maintenant, ça fonctionne. Et qu'est-ce qui devrait fonctionner également si on relance une connexion? Eh bien, c'est l'accès en SSH. Là, je saisis mon mot de passe. Et bim, j'arrive sur ma session, je suis content. En plus, bon, c'est beaucoup plus facile
de faire des copier-coller. Enfin, oui, faire des copier-coller sur Mobile Xterm, c'est possible déjà. Donc, on peut copier des commandes si on a des choses à faire. On peut copier des commandes, les coller directement ici. On peut faire la même chose, c'est-à-dire accéder en route. Bon, là, j'ai. Oui, c'était peut-être pas ce que. Voilà. Hop. On peut accéder en route par le SU, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Si je fais mon IPA, bien entendu, il y a un peu plus de, voilà, un peu plus, c'est un peu plus colorisé, c'est un peu plus agréable à utiliser. Euh, et aussi, le truc pour moi vraiment indispensable, c'est ça, hein, c'est l'accès à l'arborescence visuelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé en fait de tout lister à chaque fois. Vous voyez là où vous en êtes, vous voyez ce qui est installé, et c'est quand même beaucoup plus sympa. Vous pouvez injecter, exporter des fichiers, des documents, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Voilà, bon, au bout de 35 minutes, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire... Ah oui, on va essayer de pinguer Google avant, hein, quand même savoir si on va vers l'extérieur. Pardon. 8.8.8. Est-ce que la gateway fonctionne? Donc oui, ça fonctionne. Et ça nous permettra de conclure cette vidéo. Pardon, pour taper dans le micro, c'est pas cool. Euh, Notre objectif était de nous donner un accès en SSH sur MobileSterm, sur Putty, ça fonctionne pareil, sur le terminal Windows aussi, ou sur un autre terminal de Linux ou Unix, dans tous les cas, même sur Mac, ça fonctionne. On peut faire ce qu'on veut sur notre VM. On peut y accéder avec une adresse IP locale fixe, que l'on a fixée nous-mêmes, en s'étant assuré qu'elle était disponible avant, pour éviter tout problème de conflit d'adressage sur votre réseau local. Et la prochaine étape, qu'est-ce que ça sera? Eh ben, si vous voulez faire des suggestions en commentaire, vous pouvez le faire. Moi, dans tous les cas, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Merci.